avec nous sur la scène vocale. Donc Nathan et moi avons invité trois grands auteurs et autrices de littérature jeunesse, donc Timothée de Fourbelle à ma droite, Christophe Maury à ma gauche, et juste à ma gauche Karina Rosenfeld. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Christophe Maury a publié Mathieu Hidalgo chez Gallimard Jeunesse, et tout récemment les saisons de Peter Pan chez Gallimard Jeunesse aussi, et Le Petit Poussé c'est moi chez Casterman. Karina Rosenfeld a publié beaucoup de romans dans beaucoup de maisons d'édition, notamment chez La Talente, La Quête des Livres Monde, et d'autres romans de science-fiction chez Syros, et ton dernier s'appelle chez Gulfstream, les Draconis, les héritiers des Draconis. Et donc Timothée de Fourbelle, l'auteur de Toby Loveless, Van Gogh, Le Livre de Perles et d'autres romans. Et donc ton dernier, ce n'est pas un roman jeunesse, mais un roman adulte, vieillesse, chez l'Iconoclaste, Neverland. On pourra peut-être en parler un peu aussi, puisqu'il parle de l'enfance. Donc si on a réuni ces auteurs aujourd'hui, c'était notamment pour parler de la place. Alors pour nous, c'est avec Nathan, c'est la 10e fois qu'on vient au SLPJ, donc on avait envie de revenir sur ce parcours qui est intéressant, parce que du coup on a grandi avec la littérature jeunesse, avec ces trois auteurs-autrices qui nous entourent, et aussi avec le SLPJ, donc on va parler de tout ça, et peut-être aussi de pourquoi, alors qu'on a maintenant dépassé le public, la cible éditoriale des éditeurs, pourquoi aujourd'hui on est encore lecteur de littérature jeunesse, et notamment adolescente, puisque ce sont aussi, vous êtes tous les trois auteurs de littérature ado principalement. Donc peut-être que pour commencer, vous pouvez nous dire une question peut-être qu'on vous a beaucoup posée, pourquoi la littérature jeunesse? D'abord, bravo à vous deux, parce que si je vais 10 années de suite à la foire, à la ferraille et au jambon, on ne m'offrira pas une conférence comme ça pour fêter ces 10 ans. C'est vraiment quand même, vous êtes des lecteurs un peu uniques, et moi j'en témoigne parce que j'ai suivi ces 10 années de Montreuil. Elles correspondent à peu près aussi à mon âge à Montreuil, parce que j'ai publié pour la première fois en 2006, donc j'ai peut-être une année d'avance sur vous. Et ta question, pardon, c'est pourquoi la littérature jeunesse? Alors là, j'avais dit dans une émission de la Grande Librairie il y a 2 ans, qui s'ouvrait pour la première fois à la jeunesse, j'avais dit à Monsieur Bunel, mais tout simplement parce que j'écris pour les meilleurs lecteurs. Et il avait pouffé. Enfin, il avait fait comme si c'était une blague, un trait d'esprit, alors que c'est clairement pour ça que j'écris pour la jeunesse. Parce que c'est des lecteurs qui lisent et relisent 15 fois les livres qu'ils lisent, parce qu'ils sont touchés pour la vie par ce qu'ils lisent, comme je l'ai été moi, avec mes lectures de 10 à 15 ans, parce que, et bien avant, parce que c'est une littérature de la liberté qui ne choisit aucune case, qui les prend toutes d'un coup. Toby Loveless, est-ce que c'est un roman fantastique, un roman sentimental à l'eau de rose? Est-ce que c'est un roman d'aventure? Est-ce que c'est un roman naturaliste? Je peux vous faire la liste pendant 10 minutes. C'est tout ça, et on n'a pas à choisir. Donc, c'est vraiment... Et là, je fais un petit détour par la littérature adulte, et comme tu l'as dit, c'est pour parler de jeunesse, donc on ne se refait pas. Et c'est pour parler de l'enfance, et j'allais pas parler de l'enfance à des enfants, parce que ce serait débile. Ils connaissent la question beaucoup mieux que moi, et surtout ils n'ont pas envie de réfléchir, ils ont envie de nager dedans, dans cette enfance. Et puis, en revanche, pour les adultes, il y a quelques petites choses à leur rappeler, je crois, sur l'enfance. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Timothée. Je pense qu'on a un panel de lecteurs exceptionnels en jeunesse, des plus jeunes aux plus âgés, parce que pour moi la jeunesse, tant qu'on est jeune dans sa tête, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est des gens qui sont spontanés, qui sont enthousiastes, qui sont passionnés, qui ne font pas de faux intellectualisme quand ils viennent nous parler de nos livres. C'est avec leur tripes, avec leur cœur, et quand on écrit nos livres, c'est avec nos tripes et nos cœurs aussi. Donc on a
un écho par rapport à ce qu'on écrit, à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Je trouve qu'il y a un vrai échange hyper enrichissant. Et moi aussi, c'est mon 10e Montreuil, donc je connais Tom et Nathan depuis qu'ils ont 11 ans, je crois. À l'époque, ils étaient plus petits que moi. Donc voilà, c'est un exploit. donc du coup, je les ai vus grandir avec tous mes livres. Ah, on m'entend pas bien? Comme ça? C'est ça. Et voilà, et du coup, c'est une aventure qui m'a fait grandir moi aussi, dans mes histoires, dans ma façon d'écrire, dans ma façon de raconter, dans tous ces contacts et ces belles aventures que j'ai vécues grâce à la littérature jeunesse, grâce à ce salon aussi, de revoir les personnes d'année en année et de voir l'ampleur que ça prend aussi, c'est magique. Et voilà, je trouve que c'est la plus belle porte vers le rêve, vers l'imaginaire, donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Rendez-vous dans 10 ans. C'est drôle parce que tout à l'heure je demandais à Nathan et Tom, mais vous avez quel âge? Ils m'ont dit 20 ans. Donc si vous aviez 10 ans pendant vos premiers salons de Montreuil, moi j'en avais 20 parce qu'on a 10 ans d'écart pile poil. Et vous avez l'âge que j'avais à peu près quand j'ai écrit Mathieu Idalph. Et c'est assez dingue d'imaginer que vous aviez 10 ans à cette époque-là, et qu'aujourd'hui vous êtes des adultes et que vous nous invitez à débattre de la littérature jeunesse avec tout ce monde. Donc déjà, merci et vous me faites prendre conscience, du fait que je grandis moi aussi, que je vieillis, que les années passent. Et par rapport à la littérature jeunesse, c'est une question qui a toujours été une question compliquée pour moi à aborder, comme peut-être pour plusieurs auteurs qui aiment cette littérature. Pendant des années, vous savez, moi je ne me posais pas cette question, et je pense que lorsqu'on commence à écrire pour la jeunesse ou pour les adultes, on ne se la pose pas cette question. Entre mes 13 et mes 21 ans, j'ai écrit autant de projets pour la jeunesse et pour les adultes, parce qu'entre mes 17 et mes 21 ans, j'étais en fac de lettres, et qu'assez naturellement, je me suis mis à écrire uniquement pour un public adulte des livres qui ressemblaient, entre guillemets, aux livres que je lisais. Et c'est le milieu, à mes yeux, qui nous fait sentir cette différence qui existe. Parce qu'effectivement, c'est deux mondes très différents, notamment professionnellement, la littérature jeunesse et la littérature adulte. Et aujourd'hui, cette différence, je la sens, mais quand il s'agit seulement d'écrire, pendant des années, je ne m'étais jamais posé cette question, et j'aurais pu, à ce moment-là, passer d'un projet adulte à un projet jeunesse, sans même me poser la question de cette différence. Et un dernier mot à ce sujet, peut-être comme beaucoup d'auteurs qui écrivent pour les jeunes, j'ai découvert cette littérature en étant adulte moi-même en réalité. À 21 ans, j'écris Mathieu Idalph, je n'avais pas ouvert un roman pour la jeunesse depuis des années, et devenant auteur, je rencontre beaucoup d'écrivains, notamment chez Gallimard Jeunesse. Je commence à lire Timothée de Fombelle, à lire d'autres auteurs, et je réalise que cette littérature, elle est merveilleuse, qu'elle me plaît énormément, et surtout qu'elle est une source de créativité infinie. Et plus je connais cette littérature, plus je l'aime, plus j'ai envie d'écrire pour les jeunes. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans ton parcours d'auteur, Christophe, c'est que donc toi, tu as commencé à écrire Mathieu Idalph très jeune, vers 13 ans, et ensuite tu l'as envoyé à Gallimard Jeunesse, et au fur et à mesure, tu l'as renvoyé jusqu'à ce qu'il te publie quelques années plus tard. Et en fait, ça rejoint pas mal de choses qui peuvent exister dans la littérature jeunesse, notamment le phénomène Harry Potter qu'on connaît tous. C'est un lecteur qui grandit en même temps que son personnage préféré et en même temps que les tomes sont publiés. Donc nous avec Tom, on a lu Mathieu Idalph avant Harry Potter d'ailleurs, parce que j'ai lu Harry Potter que l'année dernière, c'est un peu la confession du duo. Mais toi du coup, est-ce que tu as grandi pareil un peu en même temps que écrire Mathieu Idalph? Et est-ce que pour Timothée et Karina, il y a comme ça des héros qui vous ont aidé à grandir en étant enfant puis ado? Alors écoute, moi j'ai grandi vraiment avec Harry Potter. Je fais partie de la génération Harry Potter. Harry est sorti en France, j'avais 10 ans. Je crois que le 7e tome est sorti, j'en avais 18. Et pendant toutes ces années, je ne faisais qu'attendre la sortie du nouveau Harry Potter. Et si à 13 ans j'ai eu envie d'écrire, c'est en grande partie grâce à ce roman. Et si j'ai immédiatement envoyé mes manuscrits à Gallimard Jeunesse, c'est parce que Harry Potter est sorti en folio junior pendant ces années-là et que je rêvais d'être publié un jour dans cette collection de poche. Et Harry, effectivement, m'a fait grandir pendant toutes ces années, comme énormément de lecteurs. Mais nous, on a la chance, les lecteurs de la première génération, d'avoir dû l'attendre. Donc on grandissait réellement avec lui. J'avais l'âge de Harry chaque fois que je lisais un des tomes de la série.
Pour les lecteurs qui se jettent aujourd'hui sur les 7 tomes, ils le lisent tous dans le même temps. Nous, on grandissait en même temps que le héros. Et je pense, quand j'étais adolescent, que j'écrivais logiquement pour les adolescents, mon héros, à 13 ans, avait 13 ans. Quand j'en ai eu 14, mon héros était le même. J'ai changé son âge immédiatement de mon manuscrit. Il avait 14 ans. À 15 ans, mon héros avait 15 ans. Quand j'ai eu 16 ans, il avait 16 ans. Et ça, c'est peut-être la différence entre l'adolescent que j'étais lorsque j'écrivais et l'adulte qui a écrit ensuite Mathieu Hidalgo. C'est que l'immense différence quand je me suis mis à écrire Mathieu, c'est que mon héros avait 10 ans et je me suis dit, j'ai de la distance avec lui. Cette distance va me permettre d'avoir un autre regard, d'introduire de l'humour, et ça a changé complètement mon écriture pour les enfants, le fait d'être en fait devenu un adulte. Et vous deux, du coup, est-ce que vous avez des héros comme ça en... Moi, je suis un peu plus âgée, donc j'ai pas grandi avec Harry Potter. Je suis beaucoup plus âgée, en fait. Donc, j'ai vieilli avec Harry Potter, on va dire. Non, quand j'étais plus jeune, la littérature jeunesse, c'était assez limité quand même. On avait la bibliothèque verte et la bibliothèque rose, et on n'avait pas de grandes figures héroïques comme ça qu'on pouvait suivre sur les années. En tout cas, j'en ai pas de souvenirs marquants comme on peut être marqué par Harry Potter. Je me souviens d'une lecture récurrente, c'était Le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu peut-être la première fois à 11-12 ans, et ensuite en première, au grand dam de ma prof de français qui me disait que c'était pas comme ça que j'allais réussir à passer mon bac français. Et j'ai dit, monsieur. Et à chaque fois avec une lecture différente, puisque on ne le lit pas, on ne comprend pas de la même façon en grandissant, en vieillissant. Donc c'était intéressant de le relire à chaque fois et de découvrir l'histoire d'une autre façon, parce que j'avais mûri entre-temps. Donc j'ai pas eu de grands héros comme ça, littéraires, dont je me souviens de façon marquante. Le héros, je crois que j'ai le plus lu, c'est Hercule Poirot dans Agatha Christie, mais il était déjà adulte et c'était pas quelqu'un à qui je pouvais m'identifier, mais voilà, j'aimais bien le retrouver de roman en roman. Je pense qu'on avait moins de choix, et aujourd'hui, c'est justement ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir toute cette diversité, de voir toutes ces histoires, ces univers et ces genres différents qui sont abordés. Je pense que la littérature jeunesse, pour ça, c'est un grand espace de liberté. Et du coup, même à mon âge, j'en lis énormément, parce que je trouve des choses... C'est même pas me dire, oui, j'aurais voulu les lire quand j'étais plus jeune, mais même en tant qu'adulte, j'y trouve mon compte encore aujourd'hui. Donc c'est ça qui est magique, et voilà. Donc je suis contente en tout cas de pouvoir offrir peut-être des personnages avec lesquels les jeunes d'aujourd'hui peuvent grandir, ce que j'ai pas eu moi à l'époque en tout cas. Moi je suis encore plus vieux qu'Arina, je pense, je le crains. Mais Harry Potter, je me considère malgré tout, même si vraiment, moi aussi c'est lors de la confession, je connais pas bien Harry Potter, mais je me considère malgré tout comme un enfant d'Harry Potter. Et je pensais en écoutant Christophe que ça me fait penser à ma fille qui a 12 ans, qui lit les livres de tout le monde, les vôtres en particulier, mais livres absolument tout le monde sauf les miens, et qui est quand même ma fille. Et je pense, je pense qu'il y a ça, Harry Potter a tellement ouvert des voies. Non, je sais que j'aurais envoyé mon manuscrit à Gallimard, mon premier manuscrit à Gallimard, sans Harry Potter, il y aurait eu quelque chose. Je suis pas sûr qu'il aurait été lu en prenant sérieusement l'idée qu'un enfant peut lire une aventure de 400 pages, avec en plus la promesse d'un autre volume, etc. Donc on lui doit beaucoup. Moi j'ai plus, dans mon enfance, c'était marqué par les albums. C'est vrai qu'il y avait moins de littérature jeunesse en roman. En revanche, il y avait déjà les premiers grands albums, beaucoup grâce à l'école des loisirs, mais pas mal de et puis ensuite les collections aussi documentaires pour les enfants, les premières découvertes là, côté Gallimard. Et voilà, moi, bon, celui qui m'a ouvert mon imaginaire, ça serait quelqu'un comme Tommy Ungerer avec Les Trois Brigands, Pas de baiser pour maman, qui est presque un roman qui ressemble, alors que et ses albums, le géant de Zeralda, Le chapeau volant, et ça c'est c'est comme quelqu'un qui
vraiment, ce sont les livres jeunesse qui m'ont marqué profondément. Et grâce à vous, vous m'avez demandé le livre qui m'a le plus marqué. Je me suis souvenu d'un livre qui m'accompagne à tout moment, mais j'oublie toujours de citer, qui s'appelle le merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin, de Philippe Fix, publié par Webec, et qui est un livre qui réellement s'est inscrit en moi, et voilà, c'est un grand album illustré. Et ce que Harry Potter a emmené aussi à la jeunesse, et puis tu parlais de Seigneur des Anneaux qui est parfois maintenant publié en jeunesse, c'est que c'est l'imaginaire, et vous trois, vous êtes quand même tous les trois dans des littératures de l'imaginaire, avec Mathieu Hidalgo, un peu Toby Loveless, ou même dans le livre de Perles où tu en parles aussi, et toi Karina, particulièrement la fantasy, fantastique, beaucoup de littérature d'imaginaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'en jeunesse particulièrement, cet imaginaire est essentiel? Est-ce que ce renchètement du quotidien permet aussi au lecteur de grandir sans qu'il s'en rende vraiment compte en fait? Mais je trouve que la littérature de l'imaginaire, alors bon, moi je suis tombée dans la potion quand j'étais petite et j'en suis jamais sortie. J'ai grandi dans une famille où mon père, fan de science-fiction, etc. Donc j'étais très influencée dès le plus jeune âge, et je pense que c'était évident que quand j'ai commencé à avoir mes premières idées, c'était le genre d'univers. Ce que j'aime bien dans les littératures imaginaires, c'est qu'on peut aborder des sujets qui sont très concrets, très actuels, très réalistes, d'une façon différente, et qui permet parfois de pouvoir parler de choses graves sans être dans la gravité, justement. Et du coup, c'est peut-être plus facile d'en parler, et puis c'est pas forcément... Les gens ne voient pas forcément ce second degré et apprécient l'histoire pour ce qu'elle est, mais pour ceux qui la voient, ils peuvent s'identifier à des personnages pour d'autres raisons que celles d'un roman, on va dire, réaliste, etc. Mais c'est bien qu'il y ait les deux, attention, c'est pas du tout pour dénigrer l'un par rapport à l'autre, je pense qu'ils sont très complémentaires. Voilà, et je pense qu'effectivement, grandir avec des personnages qui ont des ailes, ou qui voyagent dans le temps, ou qui vivent des aventures dans un autre monde avec un peu de magie, ou des choses comme ça, c'est ce qui fait rêver, et c'est ce qui permet, comme je dis, d'aborder des sujets plus graves, plus complexes, d'une façon différente, sans rentrer dans le pathos, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce que j'aime aussi dans cette littérature. Notamment dans la quête des livrements, la mutation de Mathésiaque avec Cézanne, on pourrait presque analyser comme justement la puberté, enfin ça arrive à sa puberté. C'est vraiment la métaphore du passage de l'adolescence à l'adulte. Il y a donc le corps qui change avec tout ce que ça entraîne parfois de complexe, et de dire mais non, mais j'avais pas envie d'avoir... Lui, il veut pas avoir des ailes parce qu'il se demande comment il va gérer le quotidien avec, mais voilà, ça peut être effectivement la métaphore du corps qui change, c'est l'arrivée des responsabilités. Donc qu'est-ce qu'on va décider d'en faire? Est-ce qu'on décide de pas les affronter, d'assumer ses responsabilités? Est-ce qu'on décide de devenir un gentil ou un méchant, entre guillemets, quand on a un pouvoir ou une particularité? C'est de se dire qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais pour être quelqu'un de bon, de bien, ou est-ce que j'utilise ça pour passer du côté obscur de la force? Donc c'est des questions qui sont intéressantes et qui peuvent se poser de façon complètement détournée et presque anecdotique dans un roman de l'imaginaire, et qui en réalité trouve vraiment des échos. Pour avoir rencontré énormément d'élèves en rencontre scolaire, je me rends compte à quel point ils le captent tout ça, c'est vraiment passionnant, et ils se sentent concernés et ça les interpelle vraiment. Donc eux aussi, ça leur permet de se questionner, de grandir par rapport à toutes ces choses qui vivent de l'intérieur et qui sont extériorisées dans le roman. Moi, je me rends compte à chaque rencontre que je suis un très mauvais théoricien. J'ai toujours du mal à justifier mes choix, mes goûts, mes envies. La littérature de l'imaginaire, c'est pas du tout celle que je préfère lire. J'adore la littérature du 19e siècle, russe, française. C'est vraiment ce qui me fait vivre en tant que lecteur au quotidien. Mais j'adore aussi cette littérature de l'imaginaire, notamment en jeunesse. C'est vrai que je me tourne très fréquemment vers elle. Et une petite anecdote, j'ai un ami qui me dit un jour, tu sais que Gabriel Garcia Marquez, quand il lit un jour les Métamorphoses, tombe sur la première phrase qui est quelque chose comme ce matin, Monsieur X se réveilla dans la peau d'un cafard, et Gabriel Garcia Marquez aurait dit « Ah mais on a le droit de faire ça ?» Pour moi, il y a quelque chose de ça dans la littérature de l'imaginaire, que peut-être la littérature générale exploite un petit peu moins en ce moment,
c'est qu'on a le droit de tout faire. Et je crois que en littérature jeunesse, on s'offre souvent cette liberté-là. Peut-être aussi parce que, quand Timothée disait on a les meilleurs lecteurs, les enfants, je pense, acceptent beaucoup de choses. Les conventions sont moins établies en eux, et c'est flagrant quand on parle avec eux de lecture, mais y compris quand on les fait écrire. On a tous l'occasion de faire, je crois, des ateliers d'écriture avec des enfants. Ils sont capables de trouver des voies complètement insoupçonnées parce que leur imagination est débridée, moins rattachée à une culture, moins rattachée à des conventions, moins rattachée à une expérience. Et moi, un choix que je vais faire délibérément pour m'écarter de la norme, eux, ils vont le faire parce que c'est la première idée qui leur passe par la tête. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Et la littérature jeunesse, elle me donne toujours envie de ça. Juste un exemple, j'ai écrit un album qui s'appelle Le Petit Poucet c'est moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec des classes. Et un jour, il y a une petite fille de 8 ans qui écrit dans sa rédaction « Cher ogre, je vous ai vu l'autre jour me regarder comme si j'étais une délicieuse tarte au citron. Je vous préviens, je suis allergique aux gros ogres qui me mangent. Je suis allergique aux gros ogres qui me mangent. » J'aurais pu passer ma vie entière à chercher cette phrase sans la trouver. Et pour moi, il y a quelque chose de ça, dans cet amour de la littérature jeunesse, c'est qu'à tout moment, elle nous offre d'ouvrir de nouveaux sillons. Et plus on lit de camarades, plus on a envie d'explorer de nouvelles voies. Moi, il n'y a rien qui me donne plus envie d'écrire qu'un salon du livre. Quand je sors de Montreuil, je me dis, bah, c'est bon, j'ai 10 ans d'écriture devant moi, rien qu'en fermant les yeux, vraiment. Je signe en bas de tout ce que vous avez dit, Karina, sur tout ce qui est ces filtres de l'imaginaire qui permettent d'aller à fond dans le réel. Ça, j'y crois énormément. Et voilà, cette phrase de Gabriel Garcia Marquez, moi aussi, ça me touche beaucoup. Et ça dit bien, en fait, ce qu'on fait sur... je crois que c'est... Son style à Gabriel Garcia Marquez, c'est ce qu'on appelle le réalisme magique, et c'est vraiment ce qu'on fait, et bien planqué dans notre littérature jeunesse, sans avoir cette pression de l'œil, non pas de Moscou, j'étais à Moscou il y a 2 jours, mais de l'œil de la grande littérature avec un grand G, un grand L, et d'avoir simplement à raconter nos histoires et de faire de la littérature sans qu'on s'en rende compte vraiment, et j'espère d'initier à la littérature. Quand des gens me disent « bon, ton histoire, on s'y perd un tout petit peu dans le nombre de personnages, etc. » Je sais que c'est un lecteur de plus de 30 ans. Ça, c'est clair et net. Parce que mes lecteurs de 13 ans, ils ont déjà, même si c'est pas complètement autorisé, 600 amis sur Facebook. Je crois que c'est interdit au moins de 13 ans maintenant. Et la complexité, ils vivent dedans, mais jusqu'au cou. Ils se repèrent, ils ont une sorte de cartographie mentale qui est... Et donc, ça, c'est extraordinaire de pouvoir... parler de monde complexe parce que à des lecteurs qui le comprennent, et aussi d'introduire à la littérature. Et vraiment ça, c'est pas parce que c'est la journée professionnelle aujourd'hui, mais je crois qu'on a cette mission-là. On est des machines à fabriquer des lecteurs quand même en écrivant pour la jeunesse. On ne le dit pas assez. On est une petite manufacture qui crée des lecteurs tous les jours et qui vont rester, qui vont peut-être un jour quitter Montreuil, mais aller au salon de Paris, même si bon, ils peuvent s'en passer aussi, aller dans tout ce réseau des librairies qui sont partout, des bibliothèques, et qui vont rester. Je crois qu'une fois qu'on les tient, ils ne lâcheront pas le livre. Une fois qu'ils ont découvert la modernité du livre comme un objet unique, c'est sûr, c'est gagné. Et justement sur la question des lecteurs, parce qu'on arrive à la fin de la conférence et qu'il faut qu'on aborde aussi un peu le thème du salon, vous avez tous, je pense, eu des rencontres marquantes. Tout à l'heure, Karina, tu disais que les lecteurs, comme les auteurs, vivent ces livres avec leur tripes, et tu nous racontais l'autre jour que tu as déjà rencontré une lectrice qui pleurait de te rencontrer. Et je pense aussi que vous avez tous rencontré des lecteurs que vous avez vu grandir. Donc bon, nous en effet, on a grandi de salon en salon et de chacun de vos livres en chacun de vos livres. Qu'est-ce que ça fait de voir ces jeunes lecteurs grandir quand vous les revoyez d'année en année ou à différentes occasions?
c'est le deuxième effet qui se coule un peu. C'est comme on a parlé de comment on rentre dans le... C'est un peu désuet, l'effet qui se coule, ça n'existe plus, je pense. Je t'expliquerai après. On a parlé de comment on rentre dans la littérature, comme auteur, on rentre dans la littérature jeunesse. Ensuite, c'est pourquoi on y reste. Derrière le livre, on découvre qu'il y a un lecteur. Et ça, on n'y pense absolument pas, je crois, en écrivant Mathieu Hidalf. Tu ne pensais pas, Christophe, spécialement à ton jeune lecteur. Tu n'allais pas le voir en safari dans les cours d'école. Voilà. Et moi, là, une fois qu'on rencontre ce lecteur, on ne veut plus le quitter parce qu'effectivement, des yeux mouillés, rougis, on en voit parce que c'est quand même incroyable de rentrer à ce point dans l'intimité d'un lecteur que d'être avec lui toute la journée, dans son sac à dos, dans sa chambre, à table. Et c'est une responsabilité aussi énorme, parce que on parle à des éponges exigeantes, des éponges avec aussi le côté un peu râpeux là derrière, je sais pas, mais des éponges quand même, et donc il faut... et donc c'est vrai, et les voir grandir, alors là vous êtes un cas d'école tous les deux, ça c'est incroyable, c'est-à-dire c'est quand même fou, effectivement, ces premières rencontres à 12 ans, je me souviens, vous arrivez avec votre pile de livres qui ne peut pas être très épaisse, parce que j'en avais pas écrit des tas, devant moi, et on commence à discuter, je crois qu'on commence par parler de Pierre Bottero d'ailleurs, et puis voilà, je vous vois grandir. Dès que vous avez le droit, vous partez dans les îles éoliennes sur les traces de Van Gogh un été en prenant le bateau à Naples pour aller à la recherche de mon héros Van Gogh, ce qui est quand même extraordinaire. C'est vraiment grandir, c'est tout d'un coup l'imaginaire qui se prolonge dans le réel. Il faut se bouger, on ne va pas rester dans sa chambre à lire, mais avec un livre dans la poche. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment, de voir grandir. Et là, il se trouve que je sors un livre sur l'enfance et j'ai des lecteurs de 22 ans qui arrivent. Vous avez tellement marqué mon enfance, ça me donne un coup de vieux. Un coup de vieux, mais violent, mais ça fait très très plaisir. D'autant plus quand il y a le petit frère de 11 ans qui est derrière et qui croit que mon livre vient de sortir. Oui, c'est vrai que on vous voit grandir et nous on se voit vieillir du coup. C'est ça qui est magique, et c'est ça qui est intéressant avec un rendez-vous comme Montreuil qui a lieu tous les ans, c'est déjà de se dire waouh, ça fait déjà un an, et c'est de revoir les mêmes personnes qui reviennent tous les ans, qui font la queue, qui sont patients, qui viennent avec un terme de livre et qui soit ont envie de le découvrir, soit on l'ont déjà lu et viennent nous en parler avec des tas d'étoiles dans les yeux. Et du coup, on reconnaît les gens d'année en année, on les connaît, et il y a une intimité qui se crée. Ça, c'est quelque chose que j'imaginais pas du tout. Voilà, pour moi, et c'est vrai que c'est comme le dit Timothée, on a une responsabilité envers nos lecteurs dont on n'a pas forcément conscience quand on écrit le livre, parce qu'on ne sait pas quel impact on va avoir personnellement sur chaque personne qui va tenir notre livre entre les mains. Mais quand ils viennent nous en parler, quand on voit l'émotion ou l'importance que certaines histoires prennent pour eux, c'est très très intense, c'est magique, voilà. Et puis après on se dit qu'on a rencontré quand ils étaient tout jeunes et peut-être on a aidé des jeunes du futur du livre comme vous, et ça c'est super. Peut-être que j'ai joué un petit rôle là-dedans et on se dit que voilà, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que de pouvoir vivre un rendez-vous annuel comme ça aussi important, voilà, moi j'attends notre livre avec impatience tous les ans parce que je sais qui je vais croiser et les nouvelles personnes qui vont arriver. Et Christophe le disait, moi je sors de là, j'ai envie d'écrire. Voilà, voilà, après des mois de solitude derrière un écran, à se poser 1000 questions sur notre histoire, en se demandant est-ce que je fais pas de route, est-ce que c'est bien, est-ce que je... Voilà. D'un seul coup, on a tous ces retours, tout cet amour qui nous arrive. Vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut nous dire. De tellement beau, et voilà, on se dit bon bah allez hop, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de me remettre toute seule derrière mon ordinateur pour les prochains mois, pour que l'année prochaine j'ai la possibilité d'offrir de nouvelles histoires à tous ces lecteurs, et avec un an de plus pour tout le monde, mais un an de richesse en plus aussi. Il y a juste une chose que je veux rajouter, c'est que c'est étonnant parce que les lecteurs grandissent, les auteurs grandissent eux aussi. Mais nos héros, eux, ont toujours le même âge, et ça, c'est une grande particularité. C'est-à-dire que Toby Lolmes,
pour toujours. Sa première parution, ce sera en 2006. Et nous, on est de plus en plus loin du démarrage de ces livres, du moment magique de l'écriture. Mais il y a de nouveaux lecteurs qui découvrent à chaque fois ces héros. Et du coup, c'est cet écart-là que je trouve fascinant. C'est que les héros, ils sont inscrits dans la fiction, et ils sont toujours les mêmes. Et nous autres, auteurs et lecteurs, on change. Vous aussi, vous avez un rapport différent, sans doute, à ces héros qui vous ont fait grandir à mesure que vous grandissez. Voilà, c'est un simple constat. Ça fait la passerelle avec ton petit pousset. Le petit pousset, il sème des cailloux et ensuite lui il continue le chemin. Et c'est ça nos livres. Et je pense que ça sera le thème de la prochaine conférence de Tom et Nathan l'année prochaine sur la psychanalyse de l'auteur jeunesse. Mais il y a vraiment ça. Il y a ces briques qu'on laisse, c'est plus que des cailloux, c'est des briques qu'on laisse en chemin et qui témoignent d'un âge de la vie, d'un moment de la vie, et qui va toucher des lecteurs de 10 ans tous les ans pendant des millénaires. Non, pendant un certain temps, mais il se trouve qu'il y a quand même une génération tous les 2 ans, en gros, qui arrive. Ça, c'est extra. Et j'avais jamais vraiment réalisé, en effet... Tu me fais rebondir, Timothée. Moi, de plus en plus, je me dis, effectivement, que la littérature jeunesse et la littérature tout court, c'est une sorte de patrimoine qu'on a en nous. Et j'ai beaucoup voyagé ces dernières années, et quand on voyage, on n'emmène rien, à part un livre, des vêtements, et on est loin de tout ce qui est matériel, et du coup, le lien le plus fort avec ce qui a fait notre vie précédente, c'est la mémoire. Et je réalise de plus en plus à quel point la lecture, c'est une mémoire, c'est un patrimoine personnel, parfois universel, pour ce qui est des contes, pour ce qui est des héros les plus célèbres, et ça nous accompagne. Et donc, en effet, je suis persuadé que ces petits cailloux, c'est des jalons dans la mémoire de l'enfant, qui peuvent éventuellement lui servir à grandir. Et je ressens encore la même chose aujourd'hui quand je lis un roman adulte. En fait, la lecture, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est des madeleines de Proust extraordinaires. Moi, quand je relis ou quand j'ouvre un roman que j'ai lu à un instant T dans un endroit précis, le contexte de la lecture ressurgit immédiatement. Et comme je me déplace beaucoup, c'est les lectures qui deviennent les jalons de ma géographie personnelle. Et tu parlais tout à l'heure des albums. Moi aussi j'ai une fascination pour l'image parce que c'est l'essence même de la littérature jeunesse, le rapport texte-image. Et j'ai des souvenirs d'enfance merveilleux, de lecture commune avec ma grand-mère, avec mes parents. Et j'écris très peu d'albums, mais à chaque salon du livre j'en ramène et j'ai une collection qui s'agrandit parce que c'est vraiment pour moi un pilier de ma mémoire d'enfant, l'album pour la jeunesse. Même si on arrête de lire ces livres après, à un moment, parce qu'il peut y avoir un creux là. Moi j'ai beaucoup de lecteurs, en partie des hommes de 40 ans par exemple, qui se remettent à lire par la littérature jeunesse. J'en vois, je commence à identifier des familles de lecteurs comme ça qui, ouais, une sociologie là pour le coup, après la psychanalyse. Et ça me fait penser à cette mémoire qu'on a qui peut continuer à nous nourrir même si on ne l'est plus. Je pense à ces moines tibétains qui sont dans des geôles pendant des années, et le jour où enfin ils ont été libérés pour des accords, etc., on est allé les chercher et ils ne sortaient pas parce qu'ils avaient un truc à finir tout seuls avec leur mémoire des textes. Et donc ils ne sortaient pas de leur prison, il leur fallait une journée de plus pour finir de se réciter tel livre qu'ils connaissaient par cœur. Et ensuite ils disaient, bon allez, je viens, et ils finissaient alors qu'ils étaient depuis 30 ans dans ces prisons. Et moi je crois qu'il y a ensuite, c'est gagné pour toujours. C'est une sorte d'autonomie, c'est un petit noyau nucléaire là, et qui fait avancer. Donc faut pas se désespérer quand moi il arrête de lire, mon fils à 14 ans, je comprends pas. C'est normal justement qu'il mette le nez dehors à un moment. Il est déjà 11h30, donc je suppose qu'il faut qu'on s'arrête là. Mais oui. Attendez, vous pouvez pas nous dire vous quand même ce que la littérature jeunesse tous les deux, en une phrase? Moi, je m'identifie beaucoup aux propos de Clémentine Beauvais, qui parle d'une littérature jeunesse et notamment adolescente comme une littérature de l'intensité, avec des valeurs universelles qui sont par l'imaginaire ou par une littérature pluraliste qui sont
transmises par ça et qui font peut-être qu'aujourd'hui on continue à en lire parce qu'il y a cette intensité qu'on ressent à différents moments de la vie qui revient et peut-être aussi qui continue à nous faire grandir parce qu'on grandit, je pense, tout le long de notre vie. Donc moi j'aime bien cette définition qui englobe une espèce d'intensité d'émotion qu'on ressent peut-être moins, en tout cas dans ce que j'ai lu en littérature adulte, ça dépend vraiment des romans, peut-être quelque chose de plus retenu en littérature adulte et de plus fort. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti dans les lectures que... Oui, puis je suis aussi assez d'accord avec les propos qu'on a tenus sur la liberté en littérature jeunesse. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un espace de créativité immense qui passe entre autres par l'image, c'est vrai. Moi aussi, à chaque Montreuil, je reviens avec plein d'albums. D'ailleurs, après, je pense que je vais acheter plein d'albums sur les stands. Et c'est ça c'est qu'à chaque stand, on découvre des univers graphiques différents, des textes différents, et qu'il y a énormément de choses qui se créent. Et moi, chaque année où je viens à Montreuil, je me dis c'est vraiment la place où je me sens bien parce qu'il y a cette créativité, puis parce qu'il y a cette liberté qui fait qu'on est dans une plus grande simplicité. Peut-être qu'au Salon de Livre de Paris, par exemple, où l'ambiance est un peu plus guindée. Mais voilà, moi je suis toujours ravi de revenir ici et d'avoir grandi avec la littérature jeunesse et notamment avec quelques auteurs, dont vous trois. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation pour la conférence. Et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux parce que c'est incroyable de fêter notre 10e Montreuil en votre compagnie. Donc merci. On a des bougies, je crois.